Nous allons commencer cette première séance, et donc Julie Verlaine et moi-même, nous allons vous parler plus fort. Ça fait vraiment un immense plaisir de voir cette salle avec tant de sourires réjouis après la visite de l'exposition, j'imagine. Alors, on a 4 temps d'échange dans l'après-midi, 4 fois 1 heure. Donc, vous avez... Tout le monde a eu le programme, comme ça on va venir un petit peu de temps. Avant de passer la parole aux collègues et surtout de passer la parole à Patrice Marcy, qu'on remercie pour l'animation de cette première table ronde, on va peut-être essayer de vous expliquer en quelques mots la genèse du projet et de l'exposition. C'est difficile parce que ça fait 2 ans et demi que nous travaillons sur ce projet. Donc c'est un projet à la fois porté par l'Université d'Angers et soutenu par une association, la FEMUS, l'association pour la préfiguration du musée des féminismes à Angers. Donc une association constituée de bénévoles, animée désormais par une chef de projet, Lucille de Vulbert, que nous pouvons remercier vraiment pour tous ses talents d'organisatrice. Voilà. Bravo Lucille. L'université de son côté a bien travaillé aussi, on peut également l'applaudir. Il y a beaucoup de gens dans l'université qui sont impliqués, mais c'était nécessaire aussi d'apporter quelque chose de plus vaste, une association avec des bénévoles, avec des personnes qui ne sont pas Angers, comme Julie, qui est professeure à l'université de Tours. Et vous allez un peu nous voir tous à la tribune tout au long de la journée. Pour le moment, il y a un petit groupe quand même, moins d'une dizaine volontairement, mais avec beaucoup de propositions de bénévolat pour voilà, nous aider à mener à bien ce projet. Donc pourquoi un musée des féminismes? Parce qu'il n'y en a pas, parce que c'est nécessaire, parce que plusieurs générations de féministes en ont rêvé, parce qu'à Angers, il y a un écosystème favorable pour la création d'un tel musée. Et donc on a pu passer à l'action depuis 2 ans et demi, réfléchir, former des comités, présenter le projet dans beaucoup d'endroits et obtenir des aides substantielles. On ne va pas refaire les remerciements comme dans les discours de tout à l'heure, mais vraiment sans ces soutiens financiers, rien ne serait possible. Des soutiens publics, des soutiens privés, donc quand même ministère de la Culture, ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, Fondation de France et Fondation des femmes et Université d'Angers. Donc c'est grâce à toutes ces forces rassemblées qu'on peut organiser cet événement et on en organisera beaucoup d'autres. Parce qu'on réfléchit à la programmation. Ça sera le thème de la dernière table ronde. Julie, est-ce que tu veux ajouter quelques mots? L'après-midi d'aujourd'hui est à l'image finalement de ce qu'on voulait faire avec l'exposition. Une exposition, vous l'avez vu, hein, qui est une exposition que l'on traverse, avec une invitation à s'arrêter là où on a envie de s'arrêter, à revenir, à faire dans un sens et puis dans un autre. Et puis donc, on s'est dit que ce musée des féministes, ce futur musée des féminismes et cette exposition de préfiguration devait être placé sous un certain nombre de valeurs auxquelles on tient toutes et tous, et en particulier donc l'échange. La discussion, ça va être une construction collective. On l'a déjà dit en rappelant le nombre de personnes qui sont partenaires de ce projet. Ce projet ne se fera pas tout seul. Il ne se fera pas par une toute petite poignée de personnes, il se fera par une volonté et une association de multiples partenariats et de beaucoup de volontés. Donc cet après-midi, nous l'avons conçu aussi comme une après-midi d'échange et de discussion. On se réjouit beaucoup qu'il y ait des étudiantes et des étudiants dans la salle, qu'il y ait des partenaires, qu'il y ait des chercheurs, des chercheuses, des historiennes, des visiteurs occasionnels. Donc c'est vraiment un amphi plein d'une diversité qu'on est ravis de voir réunis autour de l'exposition « Les femmes sont dans la rue ».
et j'ajoute, et des féministes en nombre. C'est un musée des féminismes, donc sur le féminisme, sur les féministes, mais aussi avec les féministes, donc je vous salue. Nous avons imaginé 4 temps, qui sont donc des temps de discussion et d'échange, qui sont à la fois évidemment des moments de prise de parole pour les personnes qui seront sur l'estrade, mais également des moments d'échange et de discussion avec toutes et tous. Le premier qui s'ouvre maintenant porte sur l'exposition de 14h à 15h, le deuxième sur l'avenir du musée des féminismes de 15h à 16h. Ensuite, on vous octroiera une petite pause pour peut-être aller déambuler à nouveau dans la rue. Et nous nous retrouverons à 18h pour une discussion sur les œuvres, sur ce que l'on montre dans cette exposition, ce que l'on entend, ce que l'on donne à découvrir de ces mobilisations féministes. Et on terminera à 19h par une rencontre sur les expositions à venir, pour échanger toutes et tous ensemble sur le programme de ce futur musée. Quelles sont les expositions que vous avez envie de voir? On vous parlera de nos projets, de nos rêves, puisque c'est un peu la thématique d'aujourd'hui, et on sera heureuse et heureux de vous entendre nous donner aussi vos idées, vos rêves pour les futures expositions. Je pense qu'on peut donc clôturer ici cette introduction. On est vraiment ravis, Christine et moi, comme présidente de l'association, d'accueillir bien sûr tout le monde et d'accueillir cette rencontre. Et nous passons toute la parole à notre collègue, à notre collègue Patrice Marcillou, professeur d'archivistique à l'université d'Angers. Merci beaucoup. Je vais être bref dans le petit mot introductif. C'est bon? On entend rien? Non, ça devrait marcher normalement. Pourtant je suis visible. L'ordinateur, c'est terrible avec l'écran. Avec son écran déjà. Oui, voilà. Bien, donc juste partager avec vous évidemment un sentiment d'intérêt, d'enthousiasme d'être avec vous aujourd'hui devant cette salle si nombreuse, et puis tout simplement, j'ai envie de dire, une émotion. C'est évidemment émouvant d'être avec vous aujourd'hui à ce moment-là de ce projet, et on pourra dire, voilà, j'y étais. Et donc ça fait quelque chose. Dans une salle qui n'est pas toujours aussi pleine lors de certains colloques universitaires. Et je sens que la salle est nombreuse et qu'il va y avoir des envies d'échange et de parole. Donc, mon rôle va être aussi modeste que possible. Il faut que je présente les intervenantes de la table ronde. Moi, vous l'avez œuvré ce matin, vous la connaissez, historienne, spécialiste de la jeunesse de mai 68, autrice. On n'entend pas. Hein. Autrice. Non mais depuis le début, là, depuis Ludivine Bantigny, c'est fini, on n'entend plus après. Bon, pour commencer. Elle est là. Elle est à côté de moi. Oui. Non, je disais donc que vous l'avez, elle est responsable, commissaire scientifique de cette exposition. Vous connaissez très certainement comme spécialiste de l'histoire de la jeunesse de mai 68, de l'histoire des femmes et des féministes, comme une historienne engagée aussi. Et donc je pense que ça sera tout à fait intéressant de la réentendre encore sur cette très belle exposition. Véronique Faux-Vincenti, qui est responsable des collections du musée d'histoire vivante de Montreuil, spécialiste de l'histoire de la psychiatrie, de l'aliénisme et notamment du sort des femmes difficiles en psychiatrie. Et Vivia Pavard, maîtresse de conférences en histoire à l'université Panthéon-Assas, spécialiste de l'histoire des femmes et des féminismes, co-autrice notamment, j'ai prélevé cette référence d'un ouvrage sur les affiches féministes, dont nous avons vu une fois de plus, voilà, une fois de plus, tout l'intérêt dans l'exposition. Alors écoutez, je vais me contenter de lancer quelques idées, quelques thèmes, et puis on va voir comment ça part. Je demanderai de les reprendre au bon, comme vous voulez, et puis vous pourrez les reprendre au bon, vous aussi, intervenir de la manière, évidemment limitée par le temps, mais un peu, comment dirais-je, comme vous le souhaiterez, et bien sûr. Le premier
pas thème, mais première idée que j'ai envie de reprendre, les femmes sont dans la rue. On y a fait allusion à plusieurs reprises ce matin, la rue, un espace public à conquérir, contrôler, dans lequel il convient d'être en sécurité, etc. Et je trouvais que dans l'introduction, il y avait cette expression, dans l'introduction de l'exposition, cette expression qui m'a arrêté tout à l'heure, une mobilisation, je ne sais pas si c'est le mot mobilisation, mais au carré. Être présent dans la rue, c'est déjà quelque chose, pour une cause en plus au carré. Alors je voudrais peut-être vous redemander d'intervenir sur ce thème de l'importance de la conquête de la rue, l'importance de la conquête de la rue comme espace public, et aussi peut-être sur la chronologie de cette conquête et sur la difficulté de cette conquête et quels en sont les enjeux au fond, en quoi cette irruption est substantiellement une subversion. Alors, Ludivine, peut-être vous pouvez commencer puisque on va trouver la parole ensuite. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'imaginez, je suis aussi très émue et très heureuse, mais c'est pas le moment de parler des émotions trop longuement, de ce qu'on ressent. Vous l'avez fait très bien d'ailleurs, d'essayer d'aller sur le fond désormais historique, politique, social de cet enjeu. Et en effet, la rue, l'espace public, c'est très normé, c'est très genré, il y a vraiment un genre des territoires. Et même si ce clivage est en réalité non seulement artificiel, construit historiquement, mais a souvent été subverti par les femmes, il y a quand même cette dichotomie, ce partage du sensible, comme dirait Rancière, un partage du sensible entre, d'un côté, l'espace public, l'espace politique, l'espace du commun, police, la cité, réservé aux hommes qui ont légitimité à l'investir, et de l'autre, l'espace de la domus, de la maison, donc de l'espace domestique, de la sphère privée, qui serait assigné et réservé aux femmes. Encore une fois, ce clivage a été de longue date brisé par ces femmes elles-mêmes. Avant même la Révolution française, il y a eu de nombreuses mobilisations de prise de la rue par les femmes, notamment dans tout ce qu'on a appelé les révoltes frumentaires, les révoltes de subsistance, voilà, qui étaient véritablement des soulèvements populaires où les femmes tenaient une place importante, parfois même avec une forme de violence revendiquée. Mais c'est véritablement la Révolution française qui a ouvert cette prise de possession de cet espace, en tant qu'il est aussi profondément politique. Ce qui m'a frappé en me plongeant dans de très nombreuses sources, de nombreux fonds d'archives pour cette exposition, parce que ça c'est un travail un peu en coulisses que vous ne voyez pas nécessairement, parce que évidemment toute l'équipe de la FEMUS, de la bibliothèque, de la scénographie avait raison de me dire il ne faut pas de texte trop long, mais c'est compliqué quand on a fait une recherche de grande ampleur, hein, les historiennes à cette table le savent mieux que moi ou autant que moi. Eh bien, voilà, dans toutes ces archives, ce qui ressort, c'est la manière dont les femmes, notamment sous la Révolution française, hein, pour répondre à votre question sur voilà, une origine, se sentent vraiment des actrices politiques, des actrices citoyennes. Et pour elles, prendre l'espace public, c'est bien davantage que voter, même si, attention, je ne relativise pas du tout l'importance de ce droit de vote comme une pleine citoyenneté, mais l'importance d'être mobilisée dans cet espace public, de prendre la rue comme on prend justement la parole, hein, plus tard en 68, dans un théâtre occupé, on dira on prend la parole comme on avait pris la Bastille, mais c'est un acte en soi subversif, c'est vrai, et vous avez eu raison de le souligner et de le noter dans l'introduction de l'exposition. On parle d'une subversion déjà en soi que de prendre la rue, puisque c'est un espace qu'il s'agit de contrôler, de maîtriser, de policer, de policer d'ailleurs dans différents sens, et de polir, de rendre lisse, de rendre neutre. Et déjà le fait d'investir la rue pour des raisons sociales et politiques, en réclamant la justice, en réclamant des formes de droit, d'égalité, c'est une subversion, c'est une transgression. Et pour les moins jeunes d'entre nous, vous avez peut-être le souvenir d'un Premier ministre, en l'occurrence Jean-Pierre Raffarin, qui disait « la rue ne gouverne pas ». Mais précisément, il y a aussi une inversion des rôles, il y a vraiment l'idée dans cette prise de la rue d'un contre-pouvoir, d'une volonté d'hégémonie, en tout cas concurrentielle. Voilà.
et qu'il y a une souveraineté là. Parce que la question qui se pose, c'est vraiment celle de la souveraineté, et en l'occurrence de la souveraineté populaire. Mais dès lors que ce sont des femmes qui prennent la rue, alors en effet, il y a une subversion au carré, pour la raison que je viens d'indiquer. Et enfin, voilà, quand il s'agit de femmes qui, de surcroît, revendiquent d'être des féministes, et je précise que c'est le cas même quand le terme n'existe pas. Donc on considère, et Christine a beaucoup œuvré, Christine Barre ici présente, a beaucoup œuvré pour établir justement cette chronologie fine. La première fois que le terme de féminisme a été employé par Hubertine Auclair en 1882, dans le sens que nous lui connaissons, de lutte pour l'égalité véritable entre les femmes et les hommes, eh bien on peut considérer qu'il s'agit quand même déjà de féministes, et notamment ces femmes, et donc je boucle la boucle sur la question un peu de l'origine, ces femmes sous la Révolution française, qui pour certaines revendiquent notamment le droit de porter des armes et de défendre l'espace public en ce sens aussi pour elles. L'espace public, c'est un espace de surgissement justement d'un pouvoir populaire, et quand elles réclament l'égalité et la citoyenneté, encore une fois, elles ne réclament pas seulement le droit de voter, mais elles réclament le fait d'être des protagonistes agissantes de la chose politique, et notamment de la défense du peuple contre ses adversaires ou ses ennemis. Donc, vous savez que pour la Révolution française, on parle souvent de Olympe de Gouges, forcément, comme la figure supposément clé de ces revendications féministes. Et c'est en grande partie le cas, même si, en réalité, cette déclaration de la femme et de la citoyenne n'a été probablement diffusée qu'à quelques exemplaires, peut-être moins de 10 à l'époque, en 1791. Mais vous avez bien d'autres femmes, et c'est aussi l'enjeu de l'exposition, que de montrer ces femmes ordinaires dont la mémoire n'a pas toujours retenu le nom, qui ont le souci, plus encore d'ailleurs qu'Olympe de Gouges, d'une véritable justice sociale et d'une véritable démocratie. Et pour elles, ça passe notamment par cette auto-organisation. Le terme auto, voilà, ce préfixe, il va être très très important pour caractériser ces luttes, ces mobilisations. Vivia pourra peut-être aussi en parler dans toutes ces formes d'organisation qui doivent aussi passer à leurs yeux par la base, par le bas, entre guillemets, si tant est qu'il y ait une hiérarchie. Et donc c'est en cela qu'elles estiment véritablement être libres, et libres de posséder un espace dont elles sont en général privées. Merci. Viviane, vous voulez rajouter quelque chose tout de suite Oui, moi je parle oui. d'un point de vue chronologique, si j'ose dire. Moi je suis Nicolas Vincenti, je suis responsable des collections du musée d'histoire vivante à Montreuil. Brièvement, en outre, j'ai été adhérente à l'Archive du féminisme à partir de 2001, secrétaire dès le début, ouais, secrétaire pendant plusieurs années de l'association. Et je suis super heureuse d'être là parce que Christine Barre tient à ce musée d'histoire du féminisme depuis cette époque, et qu'on en a beaucoup parlé, qu'on l'a beaucoup espéré, et qu'à plusieurs périodes nous a été fait miroiter à Paris des possibilités qui se sont toujours avérées inadvenues. Donc voilà, 25 ans après, enfin 24 ans après, voilà, je voulais dire bravo, parce que c'est effectivement une forte volonté, déjà le cap, mais aussi maintenant possiblement cette expo de configuration. Donc juste, moi je voulais revenir parce qu'au musée de l'histoire vivante, donc à Montreuil, c'est un musée qui a ouvert en 1939, en banlieue parisienne, pour le 150e anniversaire de la Révolution française. Donc on est prêteur d'œuvres dans l'exposition, Plus divine est venu choisir au musée. Et donc tout de suite je voulais rebondir, puisque le musée a été ouvert pour le 150e anniversaire de la Révolution française. On a prêté des gravures Révolution française, 1830 et 1848. Donc je vais m'arrêter sur ces périodes-là, en ce qui me concerne, jusqu'à la Commune. Et donc rebondir sur ce que disait Ludivine, à savoir que, effectivement, avant d'être féministe, pendant la Révolution française, ce sont des protagonistes, des actrices du moment présent qu'on voit sur les gravures. Donc ça vaut pour la Révolution française, pour 1830, pour 1848. Et il y a une chose qui m'a particulièrement marquée en 2018, en faisant une exposition dédiée à 1848,
qui est quand même un temps fort dans l'histoire des femmes, du féminisme. Ce qui m'avait impressionné, et qui est vrai aussi pour la Révolution de 1830, c'est qu'il y a beaucoup de femmes protagonistes des événements de 1848. Je pense à des femmes comme Eugénie Boyer, qui fait un journal qui s'appelle La Voix des femmes, comme des ouvrières comme Jeanne de Rouen, Désirée Gay, qui créent des clubs, etc. Et ces femmes, en fait, il n'y a aucun portrait d'elles. Et en fait, on avait fait un mur avec des portraits d'hommes de 1848, dont vous connaissez les noms, hein, ça va des républicains modérés comme Louis Blanc à Blanqui, à Barbès de 1848. Et en fait, pour les femmes, on n'avait pas leur portrait. Eugénie Duboyet, il n'y a qu'une photo d'elle prise par Nada à la fin de sa vie. Désirée Gay, on n'a rien, sauf une petite affiche quand elle veut se présenter comme députée, mais c'est pas elle qui est représentée. Et en fait, voilà, moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'est qu'on s'était retrouvé avec un mur avec des hommes, et on n'avait pas de visage de femmes qui étaient connues par leur action, parce qu'elles avaient créé des journaux, des clubs féminins, parce qu'elles se battaient dans l'espoir de voir aboutir une république démocratique et sociale où elles auraient été autant les protagonistes que les hommes. Et donc, dans l'expo, il y a cette gravure, c'est Mademoiselle Joséphine. Et en fait, à la place de toutes les femmes dont on n'avait pas le portrait, mais dont on connaissait le nom, on avait remis chaque fois le portrait de Mademoiselle Joséphine, avec en dessous la bio de Boyer, la bio de Désirée Gay, voilà. Et donc, pour la Commune de Paris, on voit encore aussi la chose, même si c'est un petit peu moins vrai, les femmes commencent à être plus... il y a la photographie aussi qui apparaît, qui change peut-être les choses, mais c'est surtout qu'on retient plus leur nom. C'est-à-dire que pour 1848, vous allez voir les portraits de George Sand, ça oui, voilà, de Flora Tristan, oui. Mais c'est aussi des femmes qui, pour le coup, sont peut-être plus, enfin, sont moins bourgeoises aussi que ne sont George Sand ou Flora Tristan, qui est connue dans pas mal de milieux, qui a écrit, qui est une intellectuelle. Mais les ouvrières, c'est vrai qu'on a leur nom, mais on n'a pas leur portrait. Et elles ont vraiment été sur le terrain, et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et juste, si j'ai mon temps, mais autre chose qui m'avait marqué, il y a une femme dessinatrice à l'époque qui s'appelle Marie-Cécile Goldschmidt. Je vous encourage à regarder sa bio depuis peu dans le métro, puisque je fais en sorte que son spécialiste, qui est un universitaire allemand, fasse sa bio. Et Marie-Cécile Goldschmidt, en fait, a fait toute une série de gravures et de dessins très connus sur la Révolution de 1848. Et toutes ces gravures ont été attribuées, et le sont encore parfois attribuées au lithographe qui s'appelle Frédéric Sorieux. Et avec Raymond Rotten, ça fait plusieurs années qu'on prévient toutes les institutions, dont la BNF, en disant non, ce n'est pas Frédéric Sorieux, c'est Marie-Cécile Goldschmidt, c'est signé la citoyenne Goldschmidt. Et la citoyenne Goldschmidt a fait beaucoup de gravures, et dans toutes ces gravures, il y a toujours autant d'hommes que de femmes sur le terrain. C'est-à-dire, c'est des gravures donc il y en a une qui est très connue, qu'on utilise souvent pour le printemps des peuples de 1848, où on voit les peuples qui défilent de toute l'Europe sous des bannières, etc. Et Marie-Cécile Goldschmidt, elle a fait un autoportrait d'elle, ce qui permet de conserver son image. Et voilà, donc vous dire que cette invisibilité, de mon point de vue, qui trie régulièrement des gravures, qui conserve et qui veille régulièrement à des gravures du 19e siècle, c'est peut-être ce qui m'a plus étonné, c'est l'absence de figures, y compris connues d'un point de vue de leurs écrits, mais dont on ne connaît pas les visages. Et même si vous cherchez, j'ai cherché Flora Tristan, donc il y a un portrait connu, mais il désigne aussi une autre femme. Si vous cherchez Pauline Roland sur Internet, vous allez voir qu'on met le même portrait de Flora Tristan aussi. Donc ça, c'est assez amusant. Voilà, c'est les mêmes anglaises. Voilà, il y a des choses encore qui moi, m'ont marqué de ce point de vue-là pour le 19e. Et voilà, je trouve bien plus. Oui, alors vraiment, je ne sais pas ce que je vais rajouter de plus, parce que tout a été vraiment dit magnifiquement par mes deux collègues. Je voudrais quand même commencer en disant que moi aussi, je suis très ravie d'être là, très émue, parce que je suis venue à plusieurs reprises, évidemment, à Angers, consulter les archives du féminisme. Et donc, ça montre, je pense, cette exposition, et ce qui vient d'être dit, l'importance de conserver ces archives, mais aussi de les diffuser, de les faire connaître, parce que
Ce sont des traces du passé, mais c'est aussi parce qu'elle permet que les travaux historiques qui ensuite vont identifier effectivement ces personnalités, vont permettre de changer les légendes, d'écrire des biographies, des dictionnaires biographiques des féministes qui a été co-dirigé par Christine et Sylvie Chaperon. Donc je me considère vraiment en tant qu'historienne des femmes, du genre et des féministes, comme une héritière de plusieurs générations d'historiennes qui ont œuvré aussi pour faire connaître ces travaux. Et je suis ravie d'être la présidente de l'association Mnemosyne pour le développement de l'histoire des femmes et du genre aujourd'hui, qui a vocation aussi à promouvoir cette histoire donc auprès des collègues du secondaire, mais aussi de l'enseignement supérieur, d'encourager la jeune recherche et de la faire connaître à un plus vaste public. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce qui a été dit sur la question de la rue comme espace de transgression, c'est vrai que c'est un terme qui est vraiment polysémique. Le terme de rue, les femmes sont dans la rue, c'est d'abord un espace. Et donc ça a été dit à quel point c'est subversif, des corps de femmes dans la rue. On peut simplement rappeler que, par exemple, dans cette dichotomie privé-public, une femme publique, pendant longtemps, ça a été une prostituée. Donc il y a quand même aussi quelque chose de très transgressif d'un point de vue du genre et de la sexualité aussi, d'être dans la rue. Alors d'être dans la rue seul, se balader dans la rue, se promener dans la rue, exister dans l'espace public, mais aussi collectivement. Il faut rappeler, on a parlé de la Révolution française, qu'en 1795, il est interdit aux femmes de s'attrouper à plus de 5, et ça fait elles sont particulièrement visées par une forme de répression des mobilisations à ce moment-là. Donc c'est un espace, effectivement, et c'est aussi une référence au peuple. Ça a été dit, effectivement, quand on parle de la rue, on parle des classes populaires, on parle des femmes du peuple aussi. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, et je pense qu'on peut le voir comme ça aussi aujourd'hui, c'est que ce qui caractérise les mobilisations féministes de 1789 à nos jours, c'est en fait leur présence dans différents espaces. Et c'est lorsqu'elles sont dans différents espaces et que ces différents espaces s'articulent entre eux que les choses bougent. Donc il faut effectivement des femmes du peuple qui se mobilisent, des femmes dans les institutions qui relaient cela, des femmes de la bourgeoisie qui écrivent des textes, qui font circuler des idées. Et je trouve ça très intéressant que la première exposition du musée d'histoire des féministes, ça soit les femmes sont dans la rue, parce que c'est comme une sorte de résumé en fait de tout ce que sont les mobilisations féministes, c'est-à-dire à la fois ce sont les institutions qui relaient cette histoire des femmes qui ont été dans la rue. Donc on a quelque chose de là aussi au carré de l'histoire des mobilisations féministes. Je disais polysémie, et troisième sens, en fait, c'est le sens de la contestation, en fait, de contre-pouvoir, ça a été dit par Ludivine Mantini. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans l'exposition aussi, c'est qu'on voit une variété de modes d'action. En fait, on a vraiment différentes manières d'occuper la rue. Ça peut être faire des conférences, par exemple, c'est déjà être dans l'espace public, dans un espace politique. Ça a été un mode d'action très utilisé par les féministes. Ça peut être manifester, les manifestations, ça peut être les sitting, ça peut être des manifestations de nuit. Et donc on voit aussi à travers cette exposition comment les femmes et les féministes ont transformé des modes d'action traditionnels. Et pour terminer, je dirais, comme ça nous tient beaucoup à cœur à l'association Mnemosyne, on voit à quel point cette histoire est une histoire mixte, et qu'il est important de replacer en fait ces femmes à chaque moment historique où souvent elles sont oubliées. Alors notamment pour 68, ça Ludivine le sait très bien. Pendant longtemps, les images que l'on voyait de 68, et Audrey Leblanc qui est dans la salle spécialisée de la photographie de 68 le sait aussi très bien, les images qu'on voyait de 68 et qu'on avait en tête, c'était des images d'hommes, des manifestations d'hommes, et ce n'est que assez récemment, depuis le dernier anniversaire, qu'on a commencé à redécouvrir des photographies, des images où on voyait les femmes à tous les niveaux de cette mobilisation, que ce soit étudiantes, ouvrières, que ce soit les grèves, que ce soit les occupations, et on ne les voyait pas, ces images-là, elles ne circulaient pas, elles n'étaient pas visibles alors qu'ils étaient là. Et donc ça montre à quel point aussi
il y a toute une série de filtres qui agissent depuis le passé jusqu'à aujourd'hui pour en fait ce dont on se souvient, et donc il est important d'avoir des relais comme voilà, l'écriture de travaux historiques, comme l'archivage, comme les musées, pour que finalement ça participe d'une histoire collective qui soit connue de toutes et de tous, parce que en fait effectivement s'il n'y a pas des gens pour mettre ça en avant, en fait il y a des formes d'oubli qui sont spécifiquement genrées. Il me semble que ça on voit bien dans l'exposition, notamment y compris pour la Révolution, où on voit bien quand même les femmes dans la foule révolutionnaire sur les gravures, mais vous voyez bien. Sur ce premier thème, les femmes sont dans la rue, sont restées cardinales. Est-ce qu'il y a des prises de parole, de questions, de réactions? Sinon j'enchaîne. On n'aura pas le temps de les faire. Oui, allez-y. Ici aussi. Si vous venez de dire que les femmes de la Révolution française sont sur les gravures, on les oublie. Oui, mais on les construit, y compris pendant des décennies. D'accord. Ça, voilà, ça reste un groupe un peu qui fait peur. Et donc elles sont invisibilisées, mais elles sont quand même dessinées comme un danger. Oui. Merci, oui ça marche. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette présentation. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder l'exposition, mais je sais qu'elle va être quelques temps chez nous. J'aurai le temps d'aller l'admirer, regarder panneau par panneau, et j'ai vraiment hâte. Donc merci beaucoup pour ce travail. Alors quand on invisibilise les femmes dans la rue, je me suis aussi posé la question, est-ce qu'il n'y a pas des femmes qu'on invisibilise plus que d'autres? Je pense aux femmes migrées, les femmes de couleur, les femmes racisées dans les luttes. Est-ce qu'il y a une présence parmi elles de ces femmes-là? Est-ce que vous en faites part dans cette exposition qui est ici? D'une certaine manière, est-ce que le féminisme intersectionnel et les femmes sont dans la rue, c'est quelque chose qui vous parle aussi pour cette exposition? Merci. Mais en tout cas, merci beaucoup votre interrogation qui est aussi une affirmation est très juste et elle nous a paru essentielle, cruciale. Parce que comme j'ai eu l'occasion de le dire rapidement tout à l'heure, en effet, même avant la façon de forger cette notion d'intersectionnalité, voilà, de réflexion sur l'intersection d'oppression croisée, en réalité la prise de conscience a été forte et de longue date. De manière non linéaire, par ailleurs. Il ne s'agit pas là non plus de notre part de lisser ou de polisser cette histoire, de la polir même. C'est-à-dire qu'il y a aussi des obstacles, on sait aussi que certaines luttes de femmes, comme vous le dites, racisées, des femmes dans la perspective, qui se battaient sur des perspectives antiracistes, anticoloniales, anti-impérialistes, ont parfois été elles-mêmes invisibilisées, méprisées par d'autres femmes, par d'autres féministes. Je pense que la conscience en est aiguisée plus récemment. Et c'est tant mieux, même s'il y a toujours eu un travail de réflexion, des contradictions. Ça, c'est ce que montre très bien, par exemple, Bibia Pavard, dans le livre qu'elle a coécrit avec Michel Zancarini-Fournel et Florence Rochefort, Ne nous libérez pas, on s'en charge. Et moi-même, dans le livre, petite parenthèse autopromotionnelle, qui sort la semaine prochaine, mais qui est là, qui s'appelle Nous ne sommes rien, soyons toutes, histoire de femmes en lutte et de lutte féministe chez Motin. Et donc dans l'exposition, c'est très important à nos yeux. Donc vous avez, alors je cite quelques exemples, vous avez notamment des œuvres qui me semblent être méconnues. Alors il y en a une que j'ai découverte grâce à Véronique et à Éric Lafont du musée d'histoire du monde de Montreuil, qui représente des femmes algériennes à Alger à l'été 1936, en juillet 1936, donc pendant le Front populaire. C'est une manifestation du Front populaire et ce sont notamment des femmes voilées, des femmes musulmanes voilées qui lèvent le
de poing, à l'instar des mobilisations populaires du Front Juvénile. Vous avez aussi, lors de la guerre d'indépendance algérienne, des mobilisations qui ont été trop longtemps justement de la place des femmes dans la rue, et notamment autour d'événements absolument intenses et tragiques d'octobre 1961. Le 17 octobre 1961, grande manifestation antiraciste pour réagir contre le couvre-feu qui avait été instauré sous les ordres notamment du préfet de police Maurice Papon, contre les Algériens et Algériennes. Donc les femmes sont très présentes dans cette manifestation qui a été réprimée très durement. Mais elles reviennent d'ailleurs, elles, dans la rue, et j'ai eu l'occasion de voir des archives très fortes, là aussi très dramatiques, notamment aux archives de la préfecture de police de Paris, sur ces femmes qui manifestent le 20 octobre 1961 donc, pour réclamer justice, pour réclamer aussi l'indépendance de l'Algérie. Ensuite, vous avez des mobilisations très fortes, notamment par exemple de la coordination des femmes noires, qu'on évoque parce que ça nous paraît vraiment crucial, ce moment des années 70 où les femmes algériennes aussi prennent la rue, à la fois dans des mouvements de lutte féministe plus générales, mais en tant que telles, pour réclamer des droits spécifiques et croisés avec une perspective antiraciste. Et plus récemment, ça nous a paru important de mettre en valeur les luttes des femmes de quartier populaire, de mettre en avant aussi, par exemple, des poétesses de l'afroféminisme. Je pense à Clémis, par exemple, qui articule justement la longue mémoire de ces luttes de femmes, notamment des luttes de femmes noires, qui rejoignent l'ensemble des luttes pour l'émancipation et une véritable égalité. Bon, je ne vous ai cité que quelques exemples, je mentionnerai un dernier exemple, et d'ailleurs la photographe que j'admire pour son engagement, Louise Rocavert, est présente, et j'ai une trop beau yeux, donc je ne la vois pas, mais en tout cas elle est là, Louise Rocavert qui a photographié les femmes de chambre de l'Ibis Batignolles, de cette longue lutte, cette longue grève incroyable, parce qu'on parlait de subversion, de transgression, et qu'est-ce que c'est que faire un piquet de grève avec un courage incroyable, avec des solidarités aussi, beaucoup, notamment de femmes et de féministes, mais pour revendiquer bien sûr une matérialité des droits, bien évidemment, sur les conditions de travail, sur les conditions d'existence, et la dignité. C'est un mot-clé. Et ces femmes ont à lutter contre le racisme structurel, systémique qui leur est imposé, et elles ont forcé le courage de tous et de toutes. Et donc on a vu aussi, grâce au travail de Louise Rocavert, grâce au travail de Serge Mazieux qui est là aussi, qui photographie toutes ces luttes, ces mobilisations contre le racisme, en ce moment aussi pour la Palestine, où les femmes sont vraiment très présentes. Ça nous a bien sûr paru non seulement important, mais crucial de les évoquer, parce que c'est une histoire très dense, très intense. Si peut-être, parce que effectivement, quand on pense intersectionnalité, évidemment on pense genre, classe, race, mais il y a aussi aujourd'hui différents rapports de pouvoir, hein, en fait, différents rapports de pouvoir qui sont en jeu, en fait, et qui montrent en fait que la catégorie femme n'est pas une catégorie homogène. Il y a aussi la question des sexualités, et donc on voit aussi les luttes lesbiennes dans l'exposition. Je ne sais pas si la question du handicap, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une volonté de montrer que cette catégorie femme est traversée elle-même par des rapports de pouvoir, et qu'il est important aussi de montrer la diversité de ces luttes. C'est juste en un mot, parce qu'en effet, il y a encore dans les mobilisations sociales, politiques, dans les milieux les plus engagés, une sorte d'invisibilisation de la question du validisme, c'est-à-dire d'une société qui construit des normes où le fait d'être valide est l'axe central d'organisation de ces sociétés.
Donc l'antivalidisme, c'est une lutte qui est puissante, qui est forte, mais qui est encore trop ignorée. Et elle est d'autant plus difficile à aborder que, précisément, les manifestations, la prise de la rue, c'est parfois aussi un cadre et un dispositif d'exclusion pour bien des hommes et des femmes, voilà, des personnes de manière générale. Donc la question est véritablement posée et on espère que justement cette dimension aussi de l'antivalidisme pourra se confronter grâce à ces personnes qui luttent dans une perspective vraiment non pas seulement de reconnaissance et de mise en visibilité, mais là aussi de justice. Et c'est une prise de conscience que moi je vois comme une... Alors, le mot n'est vraiment pas juste, mais c'est celui qui me vient, donc pardonnez-moi, mais vraiment comme une claque, pardon, enfin, une claque de discuter, d'être dans des groupes voilà, anti-validistes, parce que c'est vraiment, voilà, c'est évidemment pas que des questions d'accessibilité, hein, mais c'est vraiment des choses qui sont là aussi structurelles et systémiques, et dont, encore une fois, la prise de conscience est, à mes yeux, beaucoup trop lente encore dans tous ces milieux, y compris les plus engagés. Oui. Je vais paraître bête, mais je vais dire, je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'étais justement devant cette affiche sur le mot validisme et je ne connaissais pas le mot. Il n'est pas connu, donc ça commence aussi par un mot qui doit être clairement perçu. Et ce n'était pas mon cas. Et vraiment, je n'avais pas cette notion que j'étais en manque ça de vocabulaire. Attention à ce mot-là aussi. Je ne sais pas d'autres, hein, mais bonjour, je suis étudiant, mais j'ai compris que la création de cette expo, ça a été un travail de longue haleine. Et donc, entre-temps, je suppose qu'il y a eu énormément de changements du contexte politique, que ce soit en France comme à l'international, et avec des questions de prise de la rue, des droits des femmes et des personnes autres. Et du coup, je me demandais si ça vous avait amené à faire évoluer le projet, et si, au-delà d'une simple visibilisation des féminismes et des femmes, il n'y avait pas un message derrière, parce que Pardonnez-moi, mais merci beaucoup. Alors, votre question est fondamentale. Alors, évidemment, l'exposition, par exemple, était déjà terminée lorsque il y a eu, par exemple, l'élection, la réélection de Donald Trump, mais il est présent en creux par les mobilisations qu'il y a eu aux États-Unis de femmes à partir de 2017 notamment, et on a notamment un de ces bonnets qu'elle porte lors de ces mobilisations. Alors il se trouve que moi, par ailleurs, j'ai écrit un livre avec un sociologue qui s'appelle Hugo Paletta, qui s'appelle, ce livre s'appelle « Face à la menace fasciste », il y a quelques années. Et en fait, je pense qu'on est de plus en plus dans le vrai en parlant de cette menace-là. Et comme on essaie de le dire dans le livre, voilà, la fascisation, ce sont des processus, c'est parfois long, il y a des accélérations. Mais là où votre question est d'autant plus forte et juste, c'est qu'évidemment, ça a un lien avec des pulsions virilistes, masculinistes, de violence, de brutalisation. Et évidemment que nous sommes très inquiètes, et c'est aussi la raison pour laquelle, à nos yeux, et je salue encore une fois le travail extraordinaire de la FEMUSE, en ce sens, à nos yeux, l'histoire, mais comme vous voyez, c'est pas qu'une exposition historique, parce qu'on va jusqu'à nos jours, hein, c'est une force en fait. Pour moi, ça m'a toujours donné de la force, y compris pour nos luttes d'aujourd'hui. Pas comme des modèles, des fétiches, ni comme des trésors. Le mot a été plusieurs fois employé dans la journée, tout à l'heure par Christine, mais des trésors d'inspiration,
de courage, de ténacité, et on en a infiniment besoin. Et je trouve que, y compris ce qu'on est en train de se dire, même sur la Révolution française, sur le 19e siècle, il y a déjà tellement de choses d'inventivité, mais qui sont toujours très actuelles pour résister. Je trouve que ça nous donne envie, comme on le voit à l'entrée de l'exposition, de ne pas baisser les yeux. Et là, on a vraiment besoin de solidarité, de sororité, d'adelphité, voilà, mais on a surtout besoin de ne pas se laisser écraser par le rouleau compresseur, par cette machine terrible, une machine de guerre qui est aussi une machine médiatique. Et de ce point de vue, c'est vrai que l'intimidation, la volonté de faire taire ou de réduire à l'impuissance, contre lesquelles toutes ces femmes ont lutté, elle est réelle. C'est vraiment une guerre qui nous est menée de ce point de vue. Et donc, vraiment se dire, on ne peut pas, on a une boussole. Et elles nous donnent une boussole. Elles ne sont pas homogènes, on l'a dit avec l'intersectionnalité. Voilà, elles ont aussi des tensions, des conflits entre elles. Mais il y a quand même cette boussole de la justice, de l'émancipation, de la liberté. Et donc, elles nous donnent de la force. Et je pense que c'est aussi le sens de l'expression et du projet de musée du féminisme. Ça, c'était la réponse du commissaire d'exposition. Il y aura d'autres prises de parole sur cette force agissante de l'exposition en tant que visiteur, en tant que visiteur, voilà, visiteuse, pardon. Par rapport au trésor. Oui, mais en fait, une réflexion que je me fais et que j'aurais pu me faire bien avant, c'est que, en l'occurrence, à chaque fois, dans l'exposition, ce que montrent ces femmes dans la rue, c'est qu'à chaque fois que les femmes sont dans la rue, en nombre, alors évidemment ça peut ne pas être le cas, mais en principe c'est le cas, c'est en fait souvent parce qu'elles défendent un projet politique ou en tout cas un projet d'émancipation à plusieurs niveaux, voilà, que ce soit politique, social, etc. Et que ce soit pendant la Révolution française ou pendant jusqu'aux grèves des femmes de ménage de l'hôtel. En fait, c'est à chaque fois il y a pour le droit à l'avortement, pour le droit de vote, etc. Il y a toujours en fait un projet émancipateur qui accompagne les marches de femmes dans la rue, enfin les apparitions de femmes dans la rue. Moi, je voudrais dire que ce que j'ai vu dans les années 60 et 70, les manifestations masculines en 68, etc., c'était un petit peu très militaire, c'était triste. Ça se terminait par des jets de pavés, des barricades, etc., donc c'était bien connu. Et lorsque les femmes ont commencé à manifester dans les années 70, c'était drôle, Il y avait des chants, il y avait de l'humour, on dansait, on avait des slogans, c'était complètement différent. Effectivement, ça n'avait rien à voir avec cette violence qu'on voit et qui actuellement revient. En fait. Parce que d'une certaine façon, on a inspiré aussi certaines des manifestations d'hommes. Ça a commencé aussi un petit peu à changer, à être un petit peu plus drôle que ça n'était avant. Actuellement, c'est en train de perdre cette voilà, enfin bon. Ça dépend. Je fais la famille parce qu'on arrive presque au bout du temps, mais pour reprendre. Moi, j'aurais peut-être juste ajouté une question par rapport à ce que vous posiez. Je ne sais pas si vous êtes étudiant en histoire, mais je trouve que cette question, elle est très importante aussi sur les liens entre le présent et la recherche historique. Parce qu'on a tendance aussi à dire que quand on fait de l'histoire, il faut se détacher des enjeux politiques présents, mais en réalité, on fait de l'histoire en étant dans un présent. Et souvent, en fait, ce que l'on vit en tant que personne, en tant qu'être humain, joue un rôle dans la manière dont on va aller lire l'histoire. Et ça permet en fait quelque chose de très salvateur qui est la relecture de l'histoire sous d'autres angles, d'autres points de vue. Et c'est quelque chose de très important, l'épistémologie des points de vue. Et donc on peut aller redécouvrir des choses qu'on n'avait pas forcément vues. On peut aller chercher des archives qui n'avaient pas été cherchées. On peut créer des archives, aller s'entretenir par exemple sur l'avortement clandestin avec des personnes qui n'avaient pas témoigné jusque-là et recueillir ces témoignages. Donc en fait, je trouve que c'est ça que ça montre aussi cette exposition, c'est qu'il y a une très forte actualité d'enjeux qui nous permettent de comprendre davantage le passé, de comprendre différemment
et il y a une urgence à le faire. Et par ailleurs, je pense qu'il y a aussi une urgence à promouvoir l'histoire des femmes et du genre, parce que le terme de genre est attaqué par l'extrême droite partout dans le monde, parce que les transidentités sont particulièrement visées, parce que ça dérange en fait de ne pas ranger les personnes dans des catégories binaires. Et donc c'est aussi en produisant une histoire qui permet de montrer que non, en fait on peut avoir des épistémologies queer et on peut revisiter le passé voilà, en dehors de cette binarité par exemple, qu'on peut aussi avoir une action sur le passé. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Est-ce qu'on prend 5 minutes encore pour un dernier échange autour de table autour de ce que vous avez abordé, madame, et qui était présent dans plusieurs des interventions et qui est très présent évidemment. Dernière question. Alors une dernière question. C'est parce que en fait, je voulais revenir sur une question qui a traversé, je pense, tous les mouvements féministes depuis un bon moment. Là, c'est clair qu'on est face à un danger d'un retour massif de l'extrême droite, y compris en termes d'agression physique. Voilà. Et moi, ma grande préoccupation, c'est comment faire pour que les droits des minorités ne soient pas, comment dire les choses, mis en arrière de cette lutte principale, comme on disait dans le temps. C'est dans le temps, on disait il y a lutte principale et lutte secondaire. Voilà. Et les femmes ont toujours été des luttes secondaires. Et puis dans les mouvements féministes, les lesbiennes ont été des luttes secondaires par rapport aux femmes. Et puis les femmes racisées, enfin, voilà. On sait comment ça peut se décliner. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment ému dans l'exposition, c'est que, oui, c'est source de force, quoi, de se dire que l'époque qu'on vit actuellement et qui n'a rien à voir avec les années 70, parce que dans les années 70, enfin moi en tout cas, à l'époque j'étais assez jeune, et c'était une époque effectivement d'émancipation, de progrès. Là, on est dans une époque de restriction, on est menacé par des guerres. On voit bien que les gens ont du mal aussi à se mobiliser, enfin les manifs Palestine, enfin tout ce qui peut concerner les catastrophes actuelles qui sont mises en œuvre. Et du coup, moi j'ai cette inquiétude-là, c'est-à-dire comment pas seulement résister, mais continuer à être un peu proactif pour éviter encore plus de catastrophes à venir, et les attaques contre les femmes, contre les LGBTQ, queer, enfin contre toutes les minorités. C'est vrai que par rapport à ça, voilà. Je trouve que c'est pas facile de réfléchir, en tout cas collectivement, sur comment faire pour pas se laisser bouffer, entre guillemets, sur ce qui va devenir principal aujourd'hui, c'est-à-dire les Trump, les Poutine, les guerres, comment on va faire, quoi. Enfin, je sais pas si c'est clair. Mais... Peut-être que c'est interrompre ici ce point de la discussion et des échanges, mais je crois que c'est ce qui est attendu de moi, à moins qu'on me dise. Et je pense qu'il faut aussi respecter le timing, c'est pas très joli, mais les horaires, les différentes tables rondes. Donc je vous propose d'en rester là pour ce premier échange, mais il va y en avoir d'autres. Merci à vous.